On vit une époque assez étrange. La gastronomie est maintenant partout. Dans nos téléphones, dans nos sorties, dans nos manières de voyager, de nous distinguer, de nous raconter. Entre le grand récit français de la gastronomie, le fantasme du terroir et les injonctions au bien manger, il y a une vraie question. Qu'est-ce que notre manière de manger dit vraiment de notre époque? Et là, on vous garantit qu'on va mettre les pieds dans le plat. Merci Nathan, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Pieds dans le plat, l'émission qui parle de gastronomie, mais pas que, parce que la gastronomie aujourd'hui, c'est à la fois un plaisir, un spectacle, mais aussi une industrie. À la base, on mange pour vivre, mais aujourd'hui, est-ce qu'on vivrait pas pour manger? T'en penses quoi, Nathan? Mais c'est une très bonne question, Maria, et j'espère que l'on va pouvoir y répondre cet après-midi. On vous a concocté un menu en 3 temps, 3 manières de voir la gastronomie autrement. Ce qu'elle révèle de nous Ce qu'elle cache. et ce qu'elle met en scène. Tout au long de l'émission, nous serons accompagnés par nos 3 et magnifiques, succulents chroniqueurs et chroniqueuses, Télia, Rose et Thomas. Bonjour! Et tout au long de l'émission, nous vous ferons gagner 8 lots qu'on vous a concoctés dans notre menu, donc restez bien à l'affût. Et nous aurons le plaisir d'accueillir sur le plateau Pierre Goudenèche, nageur au sein de l'équipe de France, ainsi que Vivien Durand, chef étoilé du restaurant Le Prince Noir, et Florian Jouin, expert en stratégie d'influence et lobbying. Voilà pour la mise en bouche, on va tout de suite passer à notre première séquence, ce que la gastronomie révèle vraiment de nous. Aujourd'hui, on le sait tous, on photographie nos plats sous tous les angles avant même d'y avoir goûté. On connaît tous et toutes un influenceur ou une influenceuse qui, avec la pluie et le beau temps, arrive à faire une tendance culinaire et c'est ce que l'on va tout de suite voir à travers nos écrans. On pensait que manger servait à se nourrir. Aujourd'hui, ça sert surtout à être vu. Chaque semaine, une nouvelle obsession culinaire apparaît. Un jour, c'est le smash burger, le lendemain, le matcha, puis le croquis. Des recettes pensées non pas pour être bonnes, mais surtout pour être regardées. Sur TikTok, la nourriture n'est plus seulement un goût. C'est un spectacle, un format, un algorithme. Un plat ne devient pas viral parce qu'il est bon, il devient viral parce qu'il capte l'attention en moins de 3 secondes. Résultat, on ne cuisine plus pour manger, on cuisine pour apparaître. Et dans cette grande compétition du like, le goût est parfois devenu un simple détail. Bienvenue dans une époque où l'on dévore d'abord avec les yeux et parfois seulement avec les doigts. Alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que le like aujourd'hui, c'est vraiment devenu un indicateur pour dire si un plat est bon ou si un restaurant est recommandé ou pas. Thomas, toi, tu as enquêté sur cette nouvelle autorité du goût. Exactement, Maria. Pendant longtemps, la critique culinaire, c'était très protocolaire. On avait des experts, des égos et des sentences. Les critiques faisaient et défaisaient finalement leur bon vouloir. Hop, une étoile en moins et tu changeais carrément de métier. Aujourd'hui, heureusement, tout ça est terminé. L'autorité du goût s'est vraiment complètement dispersée. Elle est partout, que ce soit dans les guides, dans les notes Google, dans les stories Instagram. Le critique disait voici mon verdict. L'influenceur dit vous devez tester cet endroit. Branché. Donc on juge moins, mais on montre plus. Exactement, et tout ça est devenu tellement rentable qu'il a fallu commencer à encadrer le jeu. Depuis le 1er janvier 2026, en France, un contrat écrit est obligatoire dès lors qu'une campagne d'influence dépasse 1000 euros. On aime encore nous vendre le petit coup de com', mais quand l'État commence à réglementer les stories, c'est qu'on n'est plus exactement dans la recommandation désintéressée entre deux œufs bénédicts. Donc Thomas, tu es en train de nous dire que tout n'est pas sincère sur Instagram? Ouais, je sais, c'est violent, mais c'est même pas ça le pire. TripAdvisor, par exemple, revendique plus d'1 milliard de contributions sur sa plateforme, ce qui est absolument monstrueux. Je sais pas ce que vous en pensez. La plateforme a vraiment banalisé cet effet de jugement de masse. La critique culinaire, pardon, n'est plus seulement verticale, elle est devenue horizontale. Tout le monde finalement s'octroie la compétence de noter tout le monde. Sauf que comme dans toute industrie de la réputation, il y a des dérives qui vont malheureusement avec. Et également, les faux avis, qui soient négatifs comme positifs, ils révèlent de pratiques commerciales trompeuses. Ça va du professionnel qui rédige ses propres louanges à la modération biaisée qui enterre les mauvais commentaires. Et je rappelle quand même que le tout est puni de 3 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Ouais, quand même. Il y a aussi des avis incendiaires qui sont pas toujours très fiables, non? Oui, c'est ça. Ça, c'est l'autre plaie, c'est le consommateur de mauvaise foi. C'est celui qui confond expérience décevante et vengeance personnelle. Celui qui écrit comme s'il sortait d'une commission d'enquête parlementaire parce que son carpaccio était soi-disant cru. Il faut le dire, la vie en ligne, c'est pas la voix sacrée du peuple. C'est souvent un mélange de ressentiment, de frustration et des compétences culinaires vraiment imaginaires. Ouais. Le service est encore plus long que le PSG pour gagner la LDC. Tacos fade, cher et mal garni. Bref, j'ai eu l'impression de taper un croc dans mon ex. On peut conclure que finalement, un restaurant, ça a presque 2 cuisines. La première, elle sert à nourrir les images et la deuxième, elle sert à nourrir vraiment les gens. Tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, le goût, c'est plus seulement un indicateur de palais, mais surtout d'influence. Rose, toi, tu allais poser des questions à Florian Jouin, expert en stratégie d'influence et lobbying. On regarde. Bonjour Monsieur Jouan, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes expert en stratégie d'influence et en affaires publiques.
Aujourd'hui, quand on parle d'influence, on pense beaucoup réseaux sociaux, leur capacité à créer des tendances, à recommander des produits. Mais en réalité, il existe un levier d'action beaucoup plus puissant qui est le lobbying et qui est au cœur du fonctionnement de notre société. Est-ce que vous pouvez nous dire simplement ce qu'est le lobbying? Alors, en 2 mots, le lobbying, c'est le fait pour une organisation, que ça soit, une fédération professionnelle, les entreprises, des associations, des ONG, de vouloir influencer des décisions publiques. Décisions publiques qui peuvent être des normes, des règlements, pourquoi pas, ou des lois. L'objectif, c'est de faire entendre leur voix quand on va, légiférer, sur un sujet qu'ils connaissent bien parce que c'est leur sujet, principal. Vous diriez que l'alimentation, c'est un terrain de jeu pour ce secteur-là? Est-ce que les marques ont un intérêt à intervenir sur ce qu'on mange, à orienter nos choix de consommation? Forcément. Pourquoi? Parce qu'en fait, le secteur alimentaire et même le secteur agroalimentaire, c'est un secteur énorme. C'est 15 de l'industrie, en Europe et à peu près la même chose, en France. On parle chaque année, de plusieurs centaines de milliards, d'euros. Donc forcément, vu les sommes en jeu, les professionnels du secteur ont envie, forcément de mettre leur petit grain de sel dedans, sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Et comment est-ce que ces marques, elles s'y prennent justement pour influencer nos choix sans qu'on s'en rende compte? Est-ce que ça passe par des experts qu'on peut voir à la télé ou... Mais c'est un peu ça. En fait, il y a plusieurs, il y a plusieurs, secteurs. Le premier, ça peut être le secteur législatif, c'est-à-dire qu'on va influencer un certain nombre de normes qui ont un lien direct avec, l'alimentation. Ça peut être, le taux de sucre. Voilà, on peut faire diminuer les taux de sucre dans les boissons, c'est ce qui a été tenté, il y a quelques années. Ça peut être le taux de gras, ça peut être de mettre en place des Nutri-Score. Tous ces règlements qui jouent dans la vie de tout un chacun, même dans le choix des produits. Limiter la teneur en sel, des choses comme ça. Après, c'est influencer des décideurs qui peuvent avoir des prescriptions, parce qu'on sait que l'alimentation, c'est aussi la santé. Donc, quand l'OMS dit qu'il ne faut pas de gingembre pour les enfants de moins de 6 ans, et ben, quand on sait les tonnes et les milliers de tonnes de gingembre qui sont vendues chaque année, ça a forcément une influence. Ensuite, il y a des experts qui sont là et qui travaillent avec des groupes d'experts et pour donner leur avis. Et là, ça peut être aussi intéressant que certains acteurs du domaine privé puissent payer des études scientifiques et puissent les mettre entre les mains des décideurs publics dans ce secteur-là. Donc c'est assez large. Et puis après, ça peut passer par... Même, on pourrait presque mettre le marketing d'une certaine façon, hein, même si ce n'est pas le cœur du métier dedans, parce que l'influence, elle est aussi là à la fin, hein, dans le système final. Justement, vous parliez de Nutri-Score. On voit depuis quelques années une volonté des consommateurs de connaître l'origine de ce qu'on mange, la qualité des produits. Et justement, on a ces labels, ces Nutri-Score. Est-ce que on peut les considérer comme des repères fiables ou parfois c'est des critères de confiance pour mieux vendre? Alors, là encore, double réponse. Je pense que les institutions publiques, l'intérêt, c'est l'intérêt général. Donc le Nutri-Score, c'est de mieux manger. Après, effectivement, les acteurs de l'agroalimentaire, ils vont faire en sorte de lever la main de temps en temps pour dire mais attention sur ces Nutri-Score-là, il faut faire évoluer parce que vendre du fromage pas salé, par exemple, c'est compliqué. Donc le Nutri-Score, il fait aussi attention à ça. Et de l'autre côté, vous avez des marques, ça se voit, hein, je vois les céréales, par exemple, pour les enfants, quand les Nutri-Score sont arrivés, très mauvais pour les marques de céréales. Et vous en avez certaines, et je vais citer Chocapic, par exemple, où eux, ils ont modifié leur recette. Et le seul but était d'avoir un Nutri-Score B, je crois. Et je crois que c'était le seul parmi ses concurrents. Donc, ils ont vraiment profité de ces Nutri-Scores et dans l'intérêt plutôt général. On voit aussi déferler des nouveaux régimes alimentaires, des nouveaux modes de consommation. Je pense aux végétariens, aux produits protéinés, aux sans gluten. Est-ce que ça vient toujours d'une demande des consommateurs ou est-ce que parfois les marques fabriquent ces besoins de toutes pièces grâce à ces stratégies d'influence justement? Alors, fabrique de toutes pièces, je pense pas. Je pense qu'il y a toujours des gens dans la société civile qui vont se positionner sur des régimes végétariens, sur d'autres que vous avez cités, ou sans gluten, etc. Après, les industriels, ils savent bien que c'est des tendances. Et eux, ils ont envie de profiter de ces tendances et de conquérir des parts de marché. On voit bien, par exemple, les yaourts protéinés. Au départ, c'était quasiment inconnu du grand public. On l'a vu arriver dans les salles de sport. Et puis après, dans les grandes surfaces, moyennes surfaces. Aujourd'hui, vous avez une gamme Lidl qui est sur des produits
protéinés, donc on en trouve partout. Et je crois que la nouveauté, c'est d'avoir même des restaurants protéinés, hyper protéinés, à proximité des salles, etc. Et au vu de l'engouement dans les salles, ça se comprend. Donc je dirais que les deux se nourrissent. Et puis après, quand on a trouvé un bon créneau, effectivement, les marques vont soutenir aussi des influenceurs, des e-influenceurs et des personnes, on va dire, leaders d'opinion pour aller dans ce sens-là. Dernière question, est-ce que vous auriez un conseil pour nous consommateurs pour garder notre libre arbitre et ne pas nous laisser trop influencer par ces stratégies d'influence? Je dirais prendre du recul. Prendre du recul, ne pas tout prendre pour argent comptant. Je pense qu'il faut prendre son temps, regarder ce qu'il y a derrière les étiquettes, regarder aussi tout ce qui est label, parce qu'en fait, de temps en temps, les labels, ça nous trompe. Donc d'aller regarder ce qu'il y a vraiment derrière les étiquettes, de comparer, de rechercher, voilà. Mais de toute façon, on est influencé en permanence par tout un tas de choses et on n'a pas le temps de faire le tri. Donc faisons le tri sur l'essentiel et je pense que l'alimentaire, c'est sûrement une des choses les plus essentielles parce que c'est très lié à la santé. Donc faisons attention là-dessus. Merci beaucoup. Je vous en prie. On vient donc de parler du lobbying alimentaire, cette influence qui agit en amont sur les normes, les règles, les arbitrages publics. Mais dès que le produit il existe, il y a une nouvelle bataille qui commence. On part maintenant dans le monde du marketing avec des packaging criards, des goûts improbables. On ne sait plus si les marques c'est Einstein ou Ted Bundy, si c'est du génie ou de la folie. Et c'est ce que l'on va tout de suite voir dans notre Actu Food. On commence avec les chips à chachitas, donc c'est des chips mexicaines qui sont 100% naturelles et faites de maïs. Et elles ont une particularité, c'est qu'elles sont toutes bleues. Donc pour l'apéritif, c'est vrai que ça fait un effet assez surprenant. Est-ce que pour vous, c'est coup de cœur ou alors Mais alors, pour moi, c'est un 4 étoiles. Alors oui, c'est coup de cœur, c'est aussi un coup de com', mais ça reste naturel et c'est bon, donc pour moi, c'est validé. Pour les plus nostalgiques ou pour les plus aventureux, je dirais, Quickie, le lapin de Nesquik, a sorti un nouveau goût fraise à tremper dans son lait pour les personnes qui veulent devenir Barbie. C'est avec grand plaisir. Alors, qui a envie de devenir Ken ou Barbie? Moi, c'est un crime contre l'humanité, hein, ce que j'essaie. Alors, je le pense aussi, Thomas. On a un pari insolite aussi, c'est Bretz qui a décidé de faire des chips goût crêpe. Donc c'est assez surprenant parce qu'on va vraiment retrouver le goût du froment et du beurre salé sous une forme qui est tout à fait différente. Est-ce que pour vous, c'est du génie breton ou alors un flop breton? Alors moi, je vais parler en tant que bretonne. Au début, j'étais pas convaincue, mais franchement, le goût est hyper fidèle et c'est super bon. 4 étoiles. Mais rien ne vaut une vraie crêpe quand même. Pour nos amis VG, pour tous ceux qui ont déjà regardé un bloc de tofu comme si c'était une éponge desséchée, La Vie propose déjà une éponge déjà assaisonnée, façon nuggets, fumée ou teriyaki. Qu'est-ce qu'on en pense? Nathan, moi, je pense que tu pourras pas t'en passer une fois que tu l'auras goûté. C'est un 5 étoiles pour sûr. Avec la petite sauce teriyaki, ça ajoute du croustillant. Non, franchement, tu vas l'acheter dès que tu vas aller au supermarché. Eh là. ben, j'irai tester. Et chez Chao Kombucha, on mise sur la fraîcheur avec deux nouveaux duos de saveurs qui sont mangue passion et pastèque. C'est frais, c'est faible en sucre et en fait, c'est la boisson parfaite pour substituer vos sodas habituels tout en gardant le plaisir des bulles. Est-ce que sur le plateau, quelqu'un est prêt à changer ses habitudes de consommation? Franchement, moi, je trouve que c'est une super alternative, beaucoup plus saine. Et franchement, les goûts, c'est toujours que des bonnes surprises. Donc 5 sur 5. Parfait. Et pour finir, Lactel qui sort un nouveau lait protéiné pour les personnes qui veulent prendre du muscle dès le matin. C'est avec grand plaisir. Comme vous le voyez, ça marche super bien sur moi. Alors, qui est-ce qui a vu des changements en ce moment? Ben, Nathan, moi, ça me rassure, on prend la même chose, on a le même physique, donc Ah ouais. c'est validé. J'ai vu ça, oui. On le voit, hein, les marques ne manquent pas d'imagination pour transformer un simple aliment en expérience ou concept. Mais heureusement qu'il existe encore des plaisirs simples et sans stratégie. Et justement, si vous voulez mettre du bon, du bio et du local dans vos assiettes, on vous rappelle que vous pouvez toujours participer à notre jeu concours. Tentez de gagner un repas pour 2 personnes chez Fresh, le restaurant bordelais de pâtes fraîches. Chez Fresh, la carte, elle change toutes les 2 semaines. Les pâtes, elles sont faites à la main chaque matin avec de la farine bio. Il y en a pour tout le monde. Il est ouvert du lundi au vendredi et pour les plus flemmards, c'est disponible en livraison via Blackbird. Bonne chance à tous et ça se passe sur nos réseaux sociaux. Merci Maria. Bon, après les pâtes fraîches, bio et artisanales, on reste dans l'assiette parce que pour certains, ce qu'on mange n'est plus du plaisir, mais c'est aussi un outil de performance. Et pour en parler, nous recevons Pierre Goudenèche. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tu es membre de l'équipe de France de natation et docteur en neurosciences. C'est bien que ça finalement. Aujourd'hui, ton objectif, c'est de te qualifier pour les Jeux Olympiques de Los Angeles. Autant dire que la performance, tu dois bien connaître.
Je vais te poser toute une série de questions pour commencer. Est-ce que d'après toi, pour un athlète de haut niveau, l'alimentation, qu'est-ce que c'est au quotidien finalement? Est-ce que c'est un simple carburant, un plaisir ou une contrainte? Pour répondre à ta question, je pense qu'actuellement, l'alimentation dans le sport de haut niveau, c'est un peu un mélange entre les trois. Puisque oui, ça va être le carburant, parce qu'en fonction de l'alimentation et de comment je vais m'alimenter le midi ou avant la compète, je vais être plus ou moins performant, parce qu'il y a des choses que je vais plus ou moins bien digérer. Et il faut pas que j'oublie qu'il faut que j'ai les nutriments nécessaires à ma performance. Après, du coup, tout ça, c'est quand même assez contraignant au quotidien, puisque je dois faire attention relativement à mon poids, je dois faire attention à ce que je mange toujours dans ce besoin d'avoir l'énergie nécessaire à ma perf. Mais à côté de ça, je pense qu'il faut pas oublier que le sport de haut niveau, c'est quand même quelque chose qui est déjà assez contraignant. On a énormément d'entraînement, énormément d'horaires d'entraînement, et donc se faire plaisir dans l'assiette quand on aime ça comme moi, je pense que c'est très important. Donc oui, ça peut rester un plaisir. Je vais pas m'interdire en fonction des périodes, etc., d'aller manger dehors ou de me faire même plaisir à la maison. Ok, Donc bien voilà. sûr. Et est-ce que d'après toi, ce mélange des trois, c'est propre à la natation ou par exemple, il y a des sports où on pourrait privilégier l'un par rapport à l'autre? Je pense que dans la natation, on a de la chance puisqu'on brûle énormément de calories déjà pendant notre entraînement, ce qui nous permet de nous faire quand même relativement plaisir en dehors. On n'est pas sur un sport dit de poids, comme on pourrait avoir par exemple avec le judo, la boxe, etc., qui eux donc ont un poids maximum à faire pour les compètes. On sait que les périodes de cutting sont déjà assez compliquées pour eux, donc ils doivent vraiment eux réguler leur alimentation de façon drastique pendant l'année pour arriver au poids au moment du combat, je pense. Ok, très bien, merci à toi. Deuxième question, où se situe pour toi la frontière entre une discipline nécessaire à la performance et finalement l'obsession du contrôle? Je pense que la frontière, elle est modulable, surtout en fonction de la période de la saison. Nous, en natation, parce que je parlais de ça, c'est ce que je connais le mieux, on a des compétitions qui arrivent 2 fois dans l'année qui sont très importantes, qui sont les championnats de France, qui nous permettent de nous qualifier sur les échéances internationales. Il faut savoir que du coup, ces compétitions, on connaît les dates à l'avance. Donc en fait, en fonction de cette période-là, les 2 mois avant la compétition, bien sûr que oui, on va moins faire d'écart, on va faire attention à tout ce qu'on mange, etc. Même si ça doit toujours rester un plaisir, je le rappelle. Mais en dehors de ces périodes-là, on va pouvoir être un peu plus flex sur ça et se faire beaucoup plus plaisir. Ok. Et est-ce que toi, par exemple, dans tes précédentes compétitions, il y a eu des moments où tu avais du mal un peu à garder cet équilibre, à trouver cet équilibre finalement? Il y a toujours du mal quand on est à 1 semaine et demie de la compétition, qu'on a des amis à la maison qui vont chercher un kebab et que nous, on se fait des pâtes et des œufs. Oui, il y a forcément un moment, c'est compliqué. Après, ça fait partie de la rigueur. On fait énormément de sacrifices au quotidien. Donc, en faire de temps en temps dans l'assiette, je pense que c'est nécessaire pour la Bien sûr. performance. Important. Ok, très bien. Troisième question, avec ton regard de neuroscientifique, qu'est-ce que dit cette quête finalement de l'optimisation nutritionnelle sur notre rapport au corps? Est-ce qu'on cherche la santé ou finalement la maîtrise absolue? Moi, je pense que la science, ça peut être un levier pour accéder à une nutrition qui nous permet d'accéder à la performance. Moi, durant ma thèse, je me suis intéressé à comment la modulation de l'alimentation maternelle permettait donc de prévenir des conséquences d'un accident chez le nouveau-né. Et donc, en fait, en montrant qu'il y a une modulation de l'alimentation maternelle, ça pouvait influencer le nouveau-né. Donc, forcément, ce qu'on va manger, nous, au quotidien, va influencer notre vie et donc va influencer notre performance, qu'elle soit physique. Donc, je pense que ça peut être très intéressant d'aller se pencher sur des études scientifiques, etc., et d'essayer d'adapter notre alimentation en fonction de ce qu'on cherche dans le sport, et donc de choisir des aliments qui pourraient potentiellement apporter un effet bénéfique pour notre performance. Ok, bon, vu comment t'en parles, parce que la thèse, il vient de passer. Ça, c'est pas trop mal passé, ça y est. Tant mieux. Quatrième question, aujourd'hui, beaucoup de non-athlètes adoptent des routines hyper strictes, meal prep, compléments. Est-ce qu'on n'est pas en train de transformer finalement le plaisir de manger en devoir de performance? Je pense qu'actuellement, il y a beaucoup d'athlètes amateurs ou qui se lancent dans un sport parce qu'ils aiment énormément de ça, qui vivent et qui sont grandement influencés par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Pour les fréquenter pas mal, etc., on voit que enfin moi, demain, si j'ai envie de montrer ce que je mange, rien ne m'empêche de montrer, des choses hyper saines, et cetera, alors qu'en vrai, je fais pas du tout ça. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont trop conditionnés par ce qu'ils voient sur Instagram. Poster notre super repas une fois par semaine, c'est facile, mais le manger au quotidien, c'est pas vraiment ce qui se passe. Pour fréquenter des gens, qui nagent à certains niveaux, on a tous, nos faiblesses, on se fait tous plaisir, même à l'approche de la compétition. C'est important aussi au niveau, mental de nous sentir à l'aise et si on a que des sacrifices et que cette routine de: «Il faut absolument que je mange ma protéine, mon féculent et mes légumes», au bout d'un moment, je pense que pour notre équilibre mental, c'est pas bon et donc je pense que ces gens-là devraient plus se renseigner. Oui, il y a des moments où il faut bien manger, mais ils devraient plus se renseigner et arrêter un peu de voir ce qu'il y a sur Instagram et plus manger, en allant s'entraîner vraiment sur ce qui se passe, dans l'assiette vraiment. Oui, donc si on conclut finalement, l'alimentation, c'est un rôle important pour la performance, mais le plaisir finalement de bien manger et de manger comme on souhaite, c'est encore plus important presque. Je pense qu'il y a un moment où la privation, ça a rien de bon. Donc si on se prive tous les jours à l'entraînement et qu'en plus de ça, on se prive dans l'assiette, il y a un moment où au niveau de la performance, on va lâcher, on va arrêter le sport
et c'est pas ce qu'on veut. Donc je pense que vraiment se faire plaisir, c'est vraiment la clé du succès à ce niveau-là. Ok, très bien. Et enfin, dernière question, concrètement, comment on peut mieux prendre soin de son corps et mieux manger sans tomber dans la religion de la protéine et du contrôle permanent comme on peut voir sur les réseaux en ce moment? Déjà, je pense qu'il faut apprendre ce que c'est que manger, apprendre à se faire à manger. Parce qu'on sait que tout ce qui est nourriture industrielle, et cetera, est plus ou moins développé pour, enfin, il y a beaucoup de pubs derrière, et cetera. Mais bien se faire à manger, ça peut ne pas être très long, ça peut prendre 5 à 10 minutes par jour et on a tout ce temps-là pour manger donc correctement. Et du coup, il faut vraiment se centrer sur l'alimentation que nous, on peut se faire au quotidien à la maison, plutôt que de chercher à aller prendre des poudres, des compléments alimentaires, et cetera. Ou à un certain niveau de performance dont on n'a pas vraiment besoin, puisqu'en fait, on peut déjà avoir cet apport par une alimentation saine et équilibrée qu'on peut se faire au quotidien en allant faire ses courses soi-même. Oui. Et je pense qu'il n'y a vraiment rien de mieux que ça. On est en quelques connaissances, on peut très bien se sortir. On peut très bien s'en sortir, on n'a pas l'impression, mais les plats que notre maman nous faisait quand on était petit, c'est franchement ce qu'il y a de mieux pour potentiellement être bon et garder la ligne, quoi. Ok, très bien, merci à toi. Mais merci beaucoup à vous. Eh bien, Merci merci beaucoup. beaucoup, Pierre, pour ton regard à la fois d'athlète et de scientifique sur notre rapport au corps, à la performance et même à la santé. On vient de le voir, la gastronomie révèle beaucoup de nos obsessions contemporaines, que ce soit le désir, la performance, l'image, le contrôle et même la santé. Mais forcément, quand un sujet raconte autant de choses sur nous, il finit par en dissimuler aussi quelques-unes. Il est temps maintenant de passer de la vitrine à l'arrière-cuisine, ce que la gastronomie cache. Et justement, Rose, tu voulais nous parler d'un mot qu'on entend à toutes les sauces et qui arrive à grands pas dans nos assiettes, la gentrification. Effectivement, Nathan, on parle souvent de gentrification comme d'un phénomène immobilier, mais c'est une vision incomplète du problème parce qu'un quartier qui change, ça commence souvent par ses commerces. Et le premier signe d'ailleurs, c'est le changement de vocabulaire. Le snack devient une cantine, l'épicerie un concept store, le grec de la street food levantine. C'est le même quartier, mais avec 5 € de plus sur l'addition. On appelle ça un lieu en pleine mutation, alors c'est plutôt séduisant dit comme ça, mais ça oublie juste un détail, ceux qui vivaient là avant l'arrivée du matcha. Et justement, parlons-en du matcha, cette poutre de thé vert qui coûte un mirin au goût de gazon, sauvée in extremis par du lait d'avoine et du sirop au vanille. Vous en buvez du matcha? Ah Pas non, du tout. pas du tout, pas du Qui tout. aime ça ici? Ouais, bah, personne. Ouais. Voilà, on se prendra juste que c'est le goût de la réussite sociale ou de la détox. Et la demande suit, évidemment, pour vous donner une idée, en France, un coffee shop ouvre chaque semaine. En 15 ans, les ventes ont augmenté de 140%. Oui, ça fait beaucoup de lait d'avoine. Mais le sujet n'est pas les matchas en lui-même, c'est ce qu'il révèle de notre rapport à la diversité. On aime les cuisines du monde, certes, mais on les aime surtout quand elles ont été traduites pour nous. Et c'est ce que montre la sociologue Jung Kim sur le canal Saint-Martin. En quelques décennies, le quartier s'est radicalement transformé. En 60 ans, la part des ouvriers et employés a été divisée par 3, celle des cadres multipliée par plus de 10. Résultat, les quincailleries ferment et les petits restos tendance se multiplient. Mais d'un côté, ça dynamise un peu aussi les quartiers. Alors oui, mais à quel prix? Si tu es entrepreneur issu des minorités, tu devras lisser les signes trop populaires, adapter ta culture pour ne pas effrayer le nouveau client. En revanche, si tu sors d'école de commerce et que tu as eu une révélation culinaire pendant ton année de séjour à Bali, tu peux t'approprier cette même culture et la packager comme une expérience culturelle à consommer avec la bénédiction de la presse lifestyle, bien sûr. C'est un folklore contemporain, on garde l'exotisme, on jette le contexte. Bref, la gentrification ne fait pas disparaître les cultures populaires, elle fait le tri, en sélectionnant celles qui peuvent être valorisées et celles qui doivent rester en marge. Et cette transformation est collective, on est tous concernés, vous aussi. Les restaurateurs s'adaptent, les consommateurs choisissent. On se félicite alors de notre ouverture au monde, et c'est peut-être ça toute la subtilité, réussir à appeler curiosité une pratique qui consiste surtout à aimer les cultures des autres, à condition qu'elles soient servies avec du lait d'avoine. Merci Rose pour ta chronique, je penserai à toi dès que je buvrai mon matcha. C'est ma femme qui va pas être contente. On voit bien que l'assiette est devenue un marqueur social, mais derrière cette vitrine, qu'en est-il de nos habitudes réelles? On commande en un clic, on jette en un geste. Est-ce qu'on prend la mesure de tout ce qu'on gaspille? Thomas est allé vous poser la question directement. Vous préférez plutôt cuisiner ou commander? Plutôt cuisiner, ouais, des produits non transformés. On a cette chance, c'est qu'on peut vraiment acheter des produits pas trop chers, tout ce qui est légumes, etc. Et commander, en général, c'est assez gras. Ça va être plus cher aussi. Donc, ouais, perso, je suis team cuisine. Je préfère aller au resto Ok, que de me faire livrer chez moi, sinon je vois pas l'intérêt. Et aussi parce que j'aime bien manger. ok. Si je dois mal manger, je vais aller sur place, pas chez moi. Tu préfères cuisiner ou commander? Commander pour cuisiner. Commander pour cuisiner? Tu vois l'eau fraîche? Ok, ouais, voilà. Cuisiner ou commander? Cuisiner. Ok, pour quelle raison, si vous devez dire? Parce que
Attends, je l'ai refait. À cuisiner. Ok, pour quelle raison? Bah, parce que moi, je sais ce que je mange. Cuisiner, ouais. Ouais, moi je vais rejoindre mon ami sur ce sujet-là. C'est vrai qu'on a la chance d'être dans notre pays de la gastronomie finalement. Donc ouais, j'ai toujours privilégié le fait de cuisiner, comme ça au moins on contrôle ce qu'on mange, la qualité des produits, même d'un point de vue nutritionnel pur. Et ouais, les commandes, ça va rester exceptionnel, mais en général, c'est vrai que de générer du transport, etc., le fait d'attendre et tout ça, c'est beaucoup plus amusant de cuisiner ce qu'on mange. Donc ouais, je vais rejoindre mon confrère là-dessus, ouais, je préfère cuisiner carrément. À quelle fréquence vous commandez sur les plateformes de livraison? À peu près une fois par mois. Alors, ils sont là à quelle fréquence? Une fois par mois à peu près ou 2 fois par mois? Ce sont mes enfants qui le font. Dès qu'ils sont là, on utilise Uber Eats. Assez souvent, il y a des remises et donc on utilise. Oui. Ah, jamais la vie, je préfère cuisiner. Ok, pour quelle raison? Parce que j'y mets tout mon amour quand je cuisine pour quelqu'un que j'aime. Et parce que c'est beaucoup plus agréable et je sais ce que je mets dedans surtout. Cuisiner ou commander? Cuisiner. Ok, pour quelle raison? Parce que ça me détend le soir. Vous seriez prête à vous déplacer pour aller au restaurant ou vous préférez vraiment cuisiner? J'aime beaucoup cuisiner, mais en l'occurrence, je suis prête à me déplacer pour aller au restaurant. Et en l'occurrence, je viens de le faire aujourd'hui. J'ai pris le train ce matin à Montparnasse pour aller à l'Entrecôte et je repars ce soir. Il m'arrive aussi d'aller à Strasbourg pour manger des Flammekuchen ou alors d'aller à Lille voir des amis pour manger Waterzoo et autres. Donc oui, je suis prête à me déplacer. Cuisiner ou commander? Cuisiner. Ok, pour quelle raison? Parce que le soir, ça me détend et je préfère faire avec mes petites courses, mes petits ingrédients et tout. Trop bien. Et c'est plus healthy. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup. C'est encourageant de voir que beaucoup de personnes veulent reprendre le contrôle sur leur consommation. Et ce combat pour une alimentation plus juste et plus durable, elle se joue pas seulement dans nos cuisines, elle se joue aussi au plus haut degré de la gastronomie. Certains chefs étoilés ont décidé de faire de leur cuisine un véritable levier d'engagement. Et d'ailleurs, Maria, derrière le mythe de la France gastronomique, championne du monde du bien manger et de l'art de vivre, il y a une précarité qui explose. Pour beaucoup, la table n'est plus un plaisir, mais c'est un combat quotidien. Télia, on t'écoute. Merci Nathan. En effet, la France adore se raconter qu'elle est le pays de la gastronomie, le pays des sauces, des terroirs, mais aussi des débats presque philosophiques sur le choix de la dénomination de pain au chocolat ou de chocolatine. D'ailleurs, je ne sais pas quel team vous êtes. Chocolatine. Non, Nathan, c'est pas chocolatine. Ouais, c'est les vrais Français qui disent chocolatine. On verra ça. Et puis surtout, la France des étoiles Michelin, c'est un système qui a été inventé en France et qui récompense l'excellence culinaire. Donc ça va valoriser la qualité des produits, mais aussi la maîtrise technique et l'harmonie des saveurs. Bref, un pays où l'on parle beaucoup de nourriture et de ce qu'il y a dans l'assiette, sauf que si on regarde de plus près, en fin de compte, il n'y a pas grand-chose dedans. En 2025, selon une étude IFOP qui a été réalisée par l'association Copain, on se rend compte qu'il y a quand même 34% des étudiants qui sautent des repas par manque d'argent assez régulièrement. 1 sur 3, vraiment? Oui, Maria, 1 sur 3. Et le contraste, il est encore plus frappant parce que pendant qu'on a certaines personnes qui analysent la texture d'une émulsion, on en a qui vont quand même jongler entre un paquet de pâtes, un loyer et un ticket de tram. On a chaque semaine énormément d'étudiants, des centaines, qui se rendent pour avoir accès à l'aide alimentaire. Et on a surtout les agriculteurs qui ne sont pas pour autant mieux lotis. Selon une étude de l'INSEE, on a 17,7% des exploitants agricoles qui vivaient sous le seuil de pauvreté en 2020. Donc même ceux qui produisent galèrent. Oui, c'est ça, Nathan. Et ça montre surtout une chose encore plus frappante, je trouve, c'est que derrière la gastronomie française, il y a aussi toute une réalité sociale qu'on ne montre pas forcément. Mais alors, par contre, je tiens à le préciser, il faut quand même faire attention. Le problème, c'est pas forcément la haute gastronomie en soi. J'ai eu la chance d'interviewer le chef Vivien Durand, qui gère le restaurant Le Prince Noir à Lormont. Et lui m'a bien expliqué qu'il fallait faire la différence entre deux choses. Déjà, entre la cuisine expérientielle, celle qu'il fait lui-même, c'est-à-dire qu'on propose une émotion, une expérience, et la cuisine nourricière. Elle va plutôt s'attaquer à des enjeux de précarité et d'accès à l'alimentation. Et justement, pour lui, c'est important que les deux ne soient pas opposés. On le voit d'ailleurs lorsque lui il s'engage et qu'il sort de sa cuisine. Il a notamment été parrain du festival Bon à Bordeaux il y a quelques années. Et en fait, on a d'autres chefs aussi qui essayent de recréer du lien. Par exemple, en 2024, on a la chef Virginie Giboire qui a fait des repas pour à peu près 500 étudiants à Saint-Denis. On en a également qui participent aux cuisines solidaires avec la tablée des chefs, et qui vont distribuer des milliers de repas à des personnes précaires. Et même du côté du guide Michelin, ça bouge, puisqu'on a la création de l'étoile verte, qui, elle, va récompenser une gastronomie plus durable avec un engagement écologique et humain.
Donc ça va mettre en avant les circuits courts, les producteurs locaux, mais aussi le respect des saisons. Et d'ailleurs, en 2024, on avait plus de 80 restaurants en France qui étaient concernés par cette étoile. Donc la gastronomie peut aussi avoir un rôle social. C'est exactement ça, Rose, et je suis tout à fait d'accord. Même, je pense que c'est là où elle est le plus intéressant, parce que quand elle sert à transmettre, à créer du lien tout simplement, et à essayer de soutenir les personnes dans le besoin. Donc justement, dans quelques instants, on va avoir la chance d'écouter Vivien Durand qui va pouvoir nous parler de cette cuisine engagée et de son rapport aux producteurs et tout simplement la façon de mettre en avant le bien manger. Merci Télia pour cette chronique. Et comme tu viens de nous le dire, nous avons eu la chance d'avoir l'interview de Vivien Durand, chef du restaurant Le Prince Noir, un chef engagé qui choisit ses produits, qui a une vraie responsabilité sociale et environnementale. On l'écoute. Bon, bonjour Vivien. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos quelques questions pour notre Avec talk plaisir. show. Avant de commencer, est-ce que je peux vous laisser vous présenter et présenter le restaurant Le Prince Noir, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Vivien Durand, je suis le chef de cuisine du restaurant Le Prince Noir à Lormont depuis maintenant 12 ans. Et c'est un restaurant, on a réussi à avoir une étoile et une étoile verte. Ok, justement, ça me fait ma transition avec ma première question. On a vu que donc, le guide Michelin vous avez décerné l'étoile verte, qui récompense la gastronomie durable et engagée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu à quoi ça ressemble l'écologie en sein d'une cuisine étoilée? L'étoile verte, on a été les premiers à la première série d'étoilés verts, on en a fait partie, avec grande fierté. C'est une distinction, Oui. ça ne reste qu'une distinction. Mais au-delà de ça, l'engagement au quotidien, il est beaucoup plus important. Le postulat de départ, en fait, on a commencé, c'est dû à mes enfants. Ça a été vraiment une vraie décision de leur part de dire, attends papa, il faut trier ça, il faut trier ça, il faut trier ça, il faut trier ça. Donc on le faisait à la maison, mais je me suis rendu compte qu'on ne le faisait pas Forcément chez en nous, cuisine. dans le restaurant. Ouais. Où, pour le coup, on reçoit entre 60 et 80 personnes tous les jours. Et où nous, notre volume de déchets, il est beaucoup plus important. Ouais. Donc on s'est mis à trier. Moi, j'ai investi dans beaucoup de caisses plastiques recyclables que je donne à mes producteurs. Comme ça, il n'y a plus de caisses en bois, il n'y a plus de cagettes en bois jetables, il n'y a plus de carton, il n'y a plus... Donc ça, c'est après, au final, j'ai envie de te dire qu'une démarche en amène une autre. L'engagement qu'on a eu quand on a eu l'étoile verte, et à des années-lumière de ce qu'on fait maintenant, parce qu'en fait, une fois qu'il y a une chose qui est réglée, Ouais. on la contrôle systématiquement, c'est ce qui est le plus dur, tu vois, de jamais dériver. Toi, par exemple, aujourd'hui, on a un compost pour le végétal, on a un composteur, une machine qui déshydrate tous nos déchets organiques Ok. pour les transformer en substrat qu'on refile à nos maraîchers. Donc, on est quasiment autonome en déchets organiques. Tu vois, les coquilles de Saint-Jacques, les coquilles d'huîtres, ça part dans une poubelle qu'on a à part pour refaire du bitume. Ok. En vrai, on a réduit, nous, en déchets, si j'enlève l'organique, les tétras, les compostables biodégradables, il nous reste, si on fait une poubelle de maison par semaine de déchets, c'est le bout du monde. Alors qu'avant, on avait 2 passages semaine et on avait 3 gros conteneurs énormes. Donc on faisait 6 conteneurs par semaine. Je pense que pour les déchets, l'étape qui serait la plus importante, voire ce qui serait primordial pour vraiment les réduire drastiquement, c'est de discuter avec ceux qui fournissent. Parce que le volume de carton, le volume d'emballage qui est dépensé au quotidien, c'est colossal et ça prend une place énorme dans les restaurants et dans les cuisines. Alors que si on le réduisait ça, on pourrait mettre en place d'autres trucs pour le recyclage. Oui, bien sûr. Et quand d'ailleurs vous avez les personnes qui viennent manger dans votre restaurant, ils vous questionnent là-dessus. Est-ce que c'est un des critères pour lesquels ils viennent ici aussi? Alors, l'étoile verte nous a apporté énormément. L'étoile verte, elle a rajeuni la clientèle et nous a apporté beaucoup de monde. Il y a cette valeur de cuisine responsable dans ce sens-là, mais il y a aussi, nous, on a aujourd'hui une réputation, je pense, j'espère, de réel sourceur local. Ouais. Nous, on travaille vraiment. Encore une fois, je ne veux pas être ayatollah et je trouve ça. C'est pas aberrant. Parce que moi, j'ai des potes qui sont ayatollah qui font plus de café, plus de chocolat, plus d'épices parce qu'ils veulent aller au bout de ce truc-là. C'est important qu'il y a des. Parce que ça stimule et parce que ça montre une voie. Nous, pendant un moment, on était vraiment dans cette optique-là. Et puis, moi, il y a un truc tout simple qui s'est imposé à moi, c'est le plaisir, quoi. Ouais. C'est-à-dire que pendant un moment, on faisait plus de homards, plus de Saint-Jacques, plus de langoustines, parce qu'il n'y en a pas chez nous, ou pas assez pour pouvoir les mettre à la carte, pour pouvoir les servir au restaurant. Et moi, au bout d'un moment, je me suis dit, quand tu te poses un peu,
Je dis, attends, mais moi, j'ai envie d'en faire Ouais. parce que c'est un produit que j'aime beaucoup. Au final, si tu tires jusqu'en Bretagne, c'est pas si loin que ça non plus. La seule chose que je m'impose, c'est que c'est ultra sourcé. Ouais. Si j'achète un homard en Bretagne, je veux savoir d'où il vient, je veux savoir combien de temps il est resté en vivier et je veux savoir s'il a été pêché correctement. Ouais. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on garde encore du plaisir et de la liberté dans toute cette cuisine? Est-ce que financièrement, est-ce que c'est plus compliqué ou pas de mettre en place tout ça? Financièrement, c'est très compliqué. Alors, il faut en venir par là, c'est important de parler de ça, mais moi, c'est pas ce qui m'anime. Mais l'engagement, par définition, c'est une contrainte. Bah oui. Donc, financière, c'est sûr. Quand tu passes de une poubelle où tu mets tout dedans à une machine, un composteur et 3 poubelles différentes, une pour le carton, une pour le tétra, une pour les plastiques souillés, une pour les coquilles, bon, forcément, ça, c'est pas gratuit. Non. Pour moi, l'engagement responsable et écologique, il doit être total. Et pour qu'il soit total, il faut qu'il soit en adéquation avec les gens avec qui tu travailles. Quand je parle des gens avec qui tu travailles, je parle des agriculteurs, des éleveurs, des maraîchers. Moi, je négocie aucun prix parce que j'estime, toi, je travaille en confiance avec les gens avec qui je travaille. Du coup, si eux, ils ont besoin de facturer tel prix du kilo un produit, moi, je ne vais pas aller leur dire c'était trop cher parce que je peux le trouver moins cher ailleurs. Si je veux continuer à avoir ce produit-là, il faut que celui avec qui je travaille, il puisse en vivre. Quand tu te contrains à te dire voilà, j'ai un produit, il est exceptionnel de la fan jusqu'à la fan de la peau, la chair, bon, il faut que j'arrive à l'optimiser au maximum. Nous, il y a peu, voire rien qui part à la poubelle de chez nous qui n'a pas été usé Oui. à 100%. Oui, on paye beaucoup plus cher, mais en même temps, il y a une notion aussi un peu plus, tu vois, c'est toujours pareil, de la valeur des choses, un peu plus respectueuse du produit qu'on travaille. Je te parle de la moindre carotte ou de la côte de bœuf exceptionnelle. Hein. On fait en sorte d'en utiliser le plus possible. Donc, on le rentabilise. Merci beaucoup Avec plaisir. d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis, donc, on viendra vous voir au printemps Avec plaisir. incessamment sous peu. Merci beaucoup, Vivien. Merci. On remercie Vivien Durand pour cet échange. Et c'est inspirant en tout cas de voir que le restaurant peut aujourd'hui être bien plus qu'un simple lieu de consommation. Et d'ailleurs, cet engagement de notre partenaire Les Nouvelles Fermes l'incarne parfaitement. Nathan, je te laisse en dire un peu plus. Et oui, les Nouvelles Fermes, c'est un réseau de fermes urbaines qui produit en aquaponie des légumes et du poisson sans produits chimiques de synthèse, sans chaleur ni lumière artificielle. Installées à Mérignac depuis 4 ans, elles produisent des aromates, des tomates en saison et des salades toute l'année. Distribuées dans un rayon de 25 km, leurs produits phares, la sucrine bordelaise et la truite fumée bordelaise. Pour compléter leur production, elles sélectionnent aussi des produits français au maximum, locaux et bien produits. Bonne nouvelle, vous pouvez tenter de gagner un panier Les Nouvelles Fermes d'une valeur de 20 €. Pour participer, tout se passe sur nos réseaux sociaux. Et pour les plus curieux, la ferme se visite aussi. Vente directe à la ferme le mercredi et le samedi. Rendez-vous sur lesnouvellefermes.com. Et ça nous amène naturellement à la suite. Après avoir parlé de ce que la gastronomie cache derrière nos assiettes, il est temps de passer à notre 3e séquence, ce que la gastronomie met en scène. Rose, toi, tu veux justement nous parler de ces lieux qui déplacent les codes de la restauration, ce qui montre qu'une table peut devenir un espace d'inclusion, de rencontre et même de transformation sociale. Et oui, c'est bien connu, la restauration adore les codes, vous les avez forcément déjà remarqués. C'est une véritable chorégraphie presque militaire. Chemise blanche, chaussures impeccables, gestes précis. Pendant longtemps, l'excellence s'est construite autour de cette rigueur très standardisée, mais c'est une vision de la gastronomie qui, historiquement, laisse peu de place à la différence. Cela dit, aujourd'hui, certains lieux sont en train de bousculer un peu tout ça. Ils montrent que l'inclusion n'est pas seulement une belle intention morale, c'est aussi une autre manière de penser le travail, le service et même l'expérience du client. C'est aussi une réponse à une pression sociale monumentale qui est notre exigence de sens partout, tout le temps. Aujourd'hui, il y a une demande de vérité de la part des clients et même des salariés. Qui parmi vous connaît l'enseigne Café Joyeux? Moi, je connais pas, je sais pas moi, c'est. Alors, il y en a un au niveau des Chartrons, sur les quais, et un autre vers Cours d'Alsace-Lorraine, il me semble. Eh bien, depuis 2017, ils emploient des cuisiniers et des serveurs porteurs de handicap mental ou de troubles cognitifs. L'enseigne a choisi de réintroduire de la spontanéité. Concrètement, le service est parfois un peu moins fluide. Vous attendrez peut-être votre allongé 3 minutes au lieu de 2.
Rien de dramatique, mais vous aurez droit à un vrai sourire et ça, le client en raffole. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine consommation de l'utile. Aller là-bas, c'est combiner son plaisir perso avec un impact social. C'est l'engagement sans l'effort. On soutient une cause en buvant un latte, c'est finalement le deal parfait pour sa bonne conscience. Mais est-ce que c'est pas surtout une grosse machine de communication? Alors, il faut être honnête, oui, mais les pieds dans le plat, c'est aussi admettre que l'inclusion, c'est un levier marketing puissant. Ces lieux racontent une histoire forte, ils génèrent un bouche à oreille monstrueux et il faut le dire, ça passe très très bien sur Instagram. Mais attention, marketing ne veut pas dire fake, on est sur un mélange hybride, un impact social réel boosté par un storytelling de l'inclusivité puissant. Ces établissements répondent à la hantise de l'opportunisme. Le client veut soutenir une vraie cause, pas une multinationale qui change son logo en arc-en-ciel une fois par an. Prenez les restaurants dans le noir, peut-être avez-vous déjà tenté l'expérience? Non, jamais, Jamais. mais moi j'aimerais bien tester. Et justement, qu'est-ce qui change quand on voit plus rien? Tout. Le renversement est radical, on dîne dans le noir complet, guidé par des serveurs non-voyants ou malvoyants. Celui qu'on perçoit habituellement comme en marge devient ici votre seul repère, votre guide au sens propre. Privé de la vue, on ne juge plus l'assiette au visuel ni son voisin à son apparence. On sort de la tyrannie de l'image dont on parlait en début d'émission. C'est là que le modèle tient économiquement. L'inclusion ne fait pas disparaître l'exigence, elle en change la définition. Au fond, si ces expériences nous parlent autant aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. On attend autre chose, un lieu qui raconte une histoire, une expérience qui marque un peu, qui surprend, voire qui nous déstabilise. On veut que notre addition serve à quelque chose de plus grand que la marge du patron ou qu'elle nous fasse vivre une forme de déconnexion nécessaire, sortir de notre routine pour nous rappeler tout simplement ce que signifie encore partager une table. Merci Rose. En tout cas, on voit que la table est un terrain où se jouent beaucoup de nos relations humaines et ce n'est pas un hasard si c'est aussi l'un des lieux préférés des scénaristes. La gastronomie, elle peuple autant nos écrans que nos imaginaires. À table, on s'aime, on se déchire, on s'y avoue des choses. Pour comprendre comment le repas est devenu ce théâtre des émotions, on a voulu regarder comment les cinéastes s'en sont emparés. On commence avec un tour d'horizon de ces scènes de table devenues cultes dans l'histoire du 7e art. Qui est descendu en bagnole de Paris pour me voir. On est en train de débarquer là. Je sais pas quoi faire, j'ai pas invité moi. Quel mille? Il y a des grilles, des ébés là. Je peux lui dire, il n'est pas comme ça. Bah, tu lui dis d'aller se faire foutre, c'est pas compliqué. Bah non, tu lui dis de venir passer la nuit ici, le pauvre, il a fait 600 km pour venir te voir. Faire le trou normand, calvadis sous les graisses, l'estomac se creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon? Voilà, monsieur. Oui. Mais comment on boit ça? Du sec. Attendez. Hein? Hein? Oh, c'est... Toi, tu bois des choux farcis. Ah, oui. Franchement, je fais ça? Ah non, non. 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 Oh non. Non, non, non. Non, non, non. Alors, tout va bien? Non, non, tu fais pas ça, mais tu fais bien une grimace. Quoi, tu vas t'y mettre toi aussi? Ah bah, je suis désolée, Vincent, mais tu fais bien une grimace. Enfin, une petite moue plutôt. Oui, c'est plutôt une petite moue. Mange, mon enfant. Ah là là, que d'émotions, on ne s'en lasse pas de ces images de Télia au cinéma comme dans la vie. Qu'est-ce qui se joue réellement quand on s'assoit autour d'une table? Ouais, Nathan, je sais que tu es un grand fan de cinéma. En effet, comme on vient de le voir avec ces images, au cinéma, on ne s'assoit jamais juste pour manger. La table, c'est rarement anodin. C'est souvent l'endroit où les choses importantes commencent, voire dérapent. Parce qu'en fait, c'est un lieu où l'humain, on est le plus humain de toute façon. C'est un face-à-face imposé où le repas il devient le moteur de nos relations. Depuis toujours, la table, c'est un moment à part. C'est là qu'on apprend à écouter, qu'on apprend à partager, mais aussi à exister. Inviter quelqu'un à sa table, au fond, c'est lui dire qu'il fait partie du groupe. On le voit bien dans le film Mean Girl, au moment de passer à la cantine, le choix de la table, il est assez difficile parce que ça va déterminer toute notre année. Mais évidemment, il y a un revers à tout ça. La table, c'est aussi l'endroit où tout finit par ressortir. Les tensions d'un jour ou parfois celles des 10 dernières années. Et le cinéma adore ça.
Prenez un dîner entre amis, une discussion banale. Tiens, comme ça, d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez du prénom Adolphe? Alors, ça dépend comment tu l'écris. Oui, c'est vrai, Rose. Donc, je vois que tu arrives vite, c'est déjà bien. Oui, c'est vrai que grâce à ce film, on se rend compte qu'un prénom, on va dire, historique, il peut tout changer lors d'un repas. Alors, même mécanique dans les petits mouchoirs, quand on regarde bien, on a les vacances, les rires, et puis le dîner. Et là, on a tout qui remonte à la surface. Parce que la table, c'est difficile de tricher longtemps. Mais heureusement, c'est pas toujours un champ de bataille. Le repas, c'est aussi un terrain de réconciliation. Dans le Tatoué, par exemple, comme vous avez pu le voir, on se rend compte que tout oppose les personnages de Louis de Funès et de Jean Gabin. Et pourtant, autour d'un plat, on a le duel qui devient un dialogue. Après tout, c'est peut-être aussi le seul moment où on est obligé de se parler. Oui, t'as raison, Maria, c'est tout à fait ça. Et parfois, ça suffit à faire tomber quelques barrières. Parce qu'à table, on partage la même chose. Et ça, le cinéma, il l'utilise aussi pour parler de culture. On l'a vu dans Azur et Asmar, le repas, il devient un langage commun. On goûte, on découvre, et soudain, l'autre, il paraît moins étranger. Puis il y a quelque chose de plus intime aussi. Je sais pas, parmi les extraits, je suis sûre qu'il y a un des films qui a marqué votre enfance au moins. Ratatouille. Ratatouille, tout à fait. Quand on a le critique Anton Ego qui va regoûter son plat, il va se retrouver instantanément en enfance. C'est une odeur, une saveur, et puis un coup, un souvenir qui revient. Je sais pas vous, mais moi, ma Madeleine de Proust, c'est quand même la soupe aux orties de ma grand-mère. Ça, je me rappellerai toute ma vie. Vous en avez, vous? Moi, c'est le cassoulet de Mamie Catherine, qui était magnifique. Il va falloir que tu nous fasses goûter ça. Ah bah oui, avec grand plaisir. Ah ouais, j'ai hâte de voir ça. Donc, comme tu as pu le dire, on a toujours un petit plat qui nous rappelle notre enfance. Et au fond, la cuisine, on se rend compte que ça sert pas seulement à nourrir, ça sert aussi à transmettre des souvenirs, des émotions, une histoire tout simplement. En fait, cuisiner, c'est pour cuisiner pour quelqu'un, c'est pas lui faire à manger, c'est lui dire quelque chose sans forcément passer par les mots. Merci Télia. Et pour continuer à transmettre ces histoires et ces saveurs chez vous, nous avons un superbe cadeau. En partenariat avec la librairie Mola, nous vous proposons de gagner 5 bons d'achat d'une valeur de 20 € chacun. Librairie indépendante depuis 1896, Mola recense plus de 300 000 références. Un de ces lieux où l'on aime prendre le temps de flâner, de feuilleter et de se laisser surprendre. Pour tenter votre chance, répondez à la question suivante. Dans le film Ratatouille, quel plat replonge le critique Anton Ego en enfance? Envoyez votre réponse en message privé sur notre compte Instagram. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à toutes et à tous. Voilà, c'est déjà la fin de notre émission. On espère que vous avez aimé mettre les pieds dans le plat avec nous. S'il y a un message à retenir, c'est que derrière chaque coup de fourchette, il y a une décision qui nous engage. Un grand merci à nos invités, Florian Jouan, Viviane Durand et Pierre Goudonèche pour leur temps. Également à nos chroniqueurs, Rose, Thomas et Télia. À toi aussi, Nathan. Avec grand plaisir, c'est super. Sans oublier nos partenaires, Fresh, la librairie Mola et les Nouvelles Fermes pour leur confiance. D'ailleurs, n'oubliez pas de participer à nos jeux concours, tout se passe sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous et surtout, continuez de mettre les pieds dans le plat. À la semaine prochaine.